Bonjour, mesdames et messieurs. My name is Paul Lasko. I'm the Scientific Director of the Institute of Genetics of the Canadian Institutes of Health Research, and I am pleased indeed to welcome you to this cafe that we are sponsoring with our partners on genetic testing. Activities such as this are critical to the Institute's role in translating our exciting research discoveries into new therapies to better the health of Canadians, and also to engage with the public, such as all of you, who ultimately pay for the research we fund through their tax dollars. I hope you enjoy the cafe and find it a valuable use of your time. Thank you very much. Donc, la question qui nous intéresse ce soir, dépistage génétique, doit-on se garder une petite gêne? Les tests de dépistage génétique, vous le savez, permettent de détecter la présence d'une maladie grave ou encore le sexe d'un bébé à naître. Et si on pouvait aussi connaître nos risques de développer un cancer, l'Alzheimer ou d'autres maladies incurables, est-ce qu'un jour on pourra choisir certains traits physiques ou intellectuels des enfants conçus in vitro? Que signifient exactement les informations recueillies lors des différents tests de dépistage génétique? Ces informations peuvent-elles devenir discriminantes quant à notre note de crédit, notre emploi, notre police d'assurance? Quel devoir avons-nous de les divulguer aux membres de notre famille? Voilà un peu les questions qu'on va aborder au cours des 2 prochaines heures. Beaucoup de questions éthiques, évidemment, en plus des questions génétiques. Donc, sans plus tarder, je vous présente nos trois panélistes. Donc, à ma gauche, Anne-Marie Laberge, qui est médecin généticienne au service de génétique médicale du CHU Sainte-Justine. Bonsoir. Bonsoir. Gail Ouellette, directrice générale du Regroupement québécois des maladies orphelines. Bonsoir. Bonsoir. Et Bernard Bray, qui est neurologue à l'Institut neurologique de Montréal. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais vous demander à tous un mot d'introduction de quelques minutes, question de vous présenter et peut-être de vous positionner dans le débat. On va commencer par vous, Anne-Marie Laberge. Bonsoir, donc je suis Anne-Marie Laberge, je suis médecin généticien au CHU Sainte-Justine. Donc j'ai un background en génétique, mais j'ai aussi une formation en recherche en santé publique. Et la raison pour ça, c'est que je m'intéresse en fait à ce qu'on fait avec l'information génétique pour influencer la santé, la prise en charge des gens, leur suivi. Donc une fois qu'on a des tests qui existent pour dépister ou détecter des maladies génétiques, comment on utilise cette information-là pour mieux guider la prise en charge puis pour améliorer la santé de la population, avec tous les enjeux éthiques et sociaux que ça peut soulever. Donc, j'ai des projets de recherche qui touchent à ce genre de questions-là, sur le dépistage dans les populations de maladies récessives, sur le dépistage néonatal non invasif, sur donc différentes questions de ce genre-là, l'utilisation de tests génétiques chez les enfants avec retard de développement. En termes de ma position, parce qu'on m'a demandé de me positionner sur la question du jour, sur le dépistage génétique, donc je dirais que s'il faut avoir une position blanc ou noir, je serais pour le dépistage génétique, mais dans certaines circonstances, fait de façon réfléchie, en tenant compte aussi de ce qu'on sait, de l'impact que ça peut avoir sur les gens et aussi des ressources qu'on a. Donc, c'est certain que avec les moyens technologiques qui s'en viennent, on va pouvoir dépister pour plusieurs choses, mais il va falloir se souvenir que plus on utilise des ressources pour dépister, est-ce qu'on a les ressources pour prendre en charge les gens chez qui on identifie des prédispositions? Ça, c'est une première question. Puis, l'autre aspect, c'est que si on fait des dépistages, il faut que l'information qui sort de ces tests-là soit utile puis qu'on puisse faire quelque chose pour les gens et pas seulement les informer d'un statut sur lequel ils ne pourront pas agir. Merci beaucoup. J'inviterai maintenant Gail Ouellette à y aller de son mot d'introduction. Oui, bonsoir. Donc, je suis Gail Ouellette. Moi, j'ai un doctorat en génétique. J'ai fait de la recherche en génétique, mais sur les maladies communes. Puis après, j'ai fait une formation en conseillère en génétique. Et c'est là que j'ai eu plus de contact avec les maladies génétiques plus rares. Et de fil en aiguille, je suis devenue cofondatrice avec des associations de patients du Regroupement québécois des maladies orphelines, qui sont en fait des maladies rares, dont 80% sont génétiques. Par rapport au sujet, le dépistage génétique, on devrait-tu se garder une petite gêne? Ben moi, je dirais oui et non.
D'un point de vue des personnes que je représente qui ont des maladies rares génétiques, on trouve que il devrait y avoir plus de services, plus de ressources en génétique. On sait que certains n'arrivent pas aux services de génétique, donc ils n'ont pas l'option de faire certains tests. Des fois, leurs antécédents familiaux passent inaperçus. Alors, nous, on est pour qu'il y ait plus de services dans ce sens-là, des tests utiles, des tests qui ont un impact sur leurs soins puis sur leur famille. Donc, c'est une des revendications qu'on a d'avoir plus de ressources en génétique clinique. Mais j'ai dit, on devrait se garder une petite gêne aussi. C'est parce que avec le développement les progrès des technologies et ce qu'on voit dans les journaux presque tous les jours, on parle de tests qui sont justement peut-être pas très valides et d'une grande utilité qu'on voudrait que toute la population passe. Puis nous, on trouve que c'est, alors qu'il y a une partie des gens avec des maladies rares génétiques qui n'ont pas assez de services, de se lancer dans ce genre de tests et surcharger notre système de santé, ce serait une erreur. Merci. Et je demanderai maintenant à Bernard Bray d'y aller de son mot d'introduction. Je suis un enthousiaste du dépistage, mais je ne suis pas responsable du dépistage. Je suis un neurologue qui fait du génétique, de la génétique, du diagnostic génétique. Mais en fait, ces questions-là sont d'un ordre qui demande un autre type d'expertise. Mais mon opinion en général, c'est enthousiaste. L'autre chose, comme chercheur, je suis très exposé aux nouvelles technologies d'identification de nouveaux gènes. Et donc, je sais que peu importe, on a beau y réfléchir, on a beau pas vouloir le faire, les technologies vont nous obliger à faire de plus en plus de dépistage dans toutes sortes de formes. Et je pense que ce qui est intéressant d'un colloque qu'on a eu aujourd'hui, pour moi, c'est pas la conclusion du colloque, c'est ma conclusion, c'est qu'en fait, dans des populations éduquées génétiquement comme celle du Saguenay, le dépistage est probablement plus facile. On le voit déjà, mais probablement que même l'introduction d'un dépistage un peu plus ouvert, à cause des coûts qui baissent tout le temps, devrait être quelque chose à entrevoir. Et je pense qu'on peut continuer dans la région ici à être des pionniers. Et après ça, penser qu'à cause de la diminution des coûts, que ces choses-là vont pouvoir être transposables à d'autres régions. Et dans ce contexte-là, je suis en faveur non seulement de plus de dépistage, de réfléchir à une nouvelle stratégie adaptée aux nouvelles technologies, mais surtout de penser que ce n'est pas un problème régional, c'est un problème de toute la population du Québec. Merci beaucoup. Donc voilà, vous savez un peu maintenant à quelle enseigne se logent nos trois panélistes. Et vos questions, je vous invite maintenant à poser des questions. Je vous rappelle qu'il y a 2 micros, un fixe et filmé et un, qui se promène et qui n'est pas filmé. Vous pouvez adresser vos questions à un panéliste, un ou une panéliste en particulier. Ça peut aussi être une question plus générale et les panélistes peuvent aussi se relancer ou débattre. C'est un peu l'idée de la chose. Alors, habituellement, la première question est longue à venir, puis ensuite, ça déboule. Donc, qui veut se lancer, qui veut briser la glace avec une première question? Sinon, je vais être obligé de la poser, mais il n'y a pas de problème, j'en ai prévu quelques-unes. Vous avez dit, Dr. Bray, que la région dont on est un peu pionnier en cette matière, est-ce qu'il y a vraiment plus de dépistage génétique au Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'ailleurs au Québec? Absolument. Il s'en fait plus dans le sens qu'il y a un programme pilote ici qui a vraiment exploré comment, de façon, c'est un franc succès. Beaucoup des intervenants responsables du programme sont ici avec nous ce soir. C'est eux qui devraient en parler, puis on les félicite pour tout leur travail, là. Mais l'idée, c'est que il y a quand même, la population a accès à un dépistage volontaire, certes, pour les mutations qu'on dit plus fréquentes dans la région, pour des maladies graves de l'enfant, et donc des maladies récessives. Et donc, je pense que c'est un projet pionnier. On a vu des résultats aujourd'hui qui montrent qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui font le choix d'être, informés, de décider d'avoir ce dépistage-là, qui n'est pas seulement testé pour une maladie d'un cousin, c'est testé pour une maladie de la région. C'est même pas, ils le savent pas. Et donc là, ils se présentent et la statistique qui est toujours aussi troublante, c'est de penser que pour ces 4 maladies-là, 1 personne sur 5 est porteur d'une mutation dans ce gène-là. Donc,
dans mes cours à Montréal, je fais toujours le lien entre les gens, mais c'est sûr que quand on est et un des exemples que je donne toujours, c'est si j'étais dans un bar à Chicoutimi, à Jonquière, alors. Si j'étais dans un bar à Jonquière, puis tu décides si la personne qui est à côté que tu trouves cute, c'est unisexe mon affaire, tu trouves la personne qui est à côté que tu trouves cute, mais c'est quoi les liens de parenté? Donc, on connaît les statistiques sur le parentement, c'est très grand ici. Ce qui est plus troublant, c'est de penser, c'est quoi les chances que la fille ou le gars qui est à 5 tables de toi a une mutation rare plus présente au Saguenay, elle est grande? 1 sur 5, c'est 20%. Quelles sont les chances que moi, à Saguenayens, sont grandes aussi? Donc, quelles sont les chances que nos enfants, ça, sont importantes? Donc, oui, ce programme-là a tout à fait transposé ces données-là vers un côté exécutant, c'est-à-dire offrir aux gens de le faire. Et pas seulement ça, on fait que localement, régionalement, la prise en main de produire les tests est faite ici. Et ça, c'est très, très important. Ça veut dire que là, le passage à tous les niveaux d'expertise du dépistage pourrait se faire sur une base régionale, tant que les budgets sont là. C'est un programme pilote, on espère qu'il va être renouvelé sous une certaine forme. Mais je pense que oui, le Saguenay est pionnier. On ne fait pas ça nulle part ailleurs au Québec. On connaît des populations, puis je pense que je passerai le micro à Anne-Marie là-dessus. Il y a des populations très anciennes qui ont fait du dépistage ciblé comme ça. On pense à certaines populations juives, des choses comme ça, qui ont pris en main le risque de population, si on veut. Mais à une échelle comme celle-là, c'est assez remarquable et ça doit être salué. Là. C'est très, très important. Peut-être que toi, tu peux contextualiser mieux que moi encore. En fait, les programmes de dépistage de porteurs de maladies récessives, c'est quelque chose qui existe depuis le début des années 70, puis qui a commencé, en fait, effectivement, dans les populations juives où il y avait des maladies particulières. Puis par la suite au succès dans ces populations-là, il y a d'autres endroits où ils ont développé la même chose. Puis une des choses qui ressort des programmes qui ont été des succès, c'est qu'il y avait un soutien de la population puis un intérêt de la communauté dans laquelle le dépistage se faisait. Puis, donc, c'était quelque chose qui n'était pas juste un test, mais qui était vraiment un programme avec une partie d'éducation, d'information de la population, des gens, des parents, des familles qui étaient touchées par ces conditions-là, qui soutenaient le dépistage parce qu'ils trouvaient que c'était important. Donc, quand il y a tout ça autour, ça a plus de chances de fonctionner puis de faire en sorte que c'est intégré dans la communauté comme quelque chose qui est utile puis qui peut faire une différence. Puis c'est vrai qu'au Saguenay, c'est quelque chose qui est nouveau, qui a été mis sur pied ici, mais il y a des exemples un peu semblables ailleurs pour d'autres maladies qui touchent d'autres communautés. Puis même sur le territoire du Québec, pour les communautés juives à Montréal, ça fait longtemps que ça existe. Plus récemment, dans les années 2000, il y a un programme de dépistage semblable chez les CRI pour 2 maladies récessives qui touchent les communautés CRI de la baie James, qui a aussi été un programme qui est venu d'une fondation, la fondation Iuawash de patients, de parents et de grands-parents qui ont poussé pour que ce programme-là se développe. Donc, quand on parle de dépistage de porteurs, ça prend souvent quelque chose qui vient de la communauté. Mais du dépistage, c'est pas juste du dépistage de porteurs. Il y a du dépistage chez les nouveau-nés qui se fait tous les jours. Tous les nouveau-nés sont dépistés au Québec pour certaines maladies génétiques parce que c'est des maladies qui ont des traitements. Puis si on traite rapidement, on fait une différence chez ces nouveau-nés-là. Il y a du dépistage néonatal qui se fait de façon beaucoup plus étendue ailleurs au Canada qu'au Québec. Donc ça, on a un peu de chemin à rattraper de ce côté-là, mais les choses bougent tranquillement. Puis après ça, il y a tout le dépistage plus prédictif. Là, dans votre exemple de maladie d'Alzheimer puis des choses comme ça, là, on parle de dépistage plus chez des adultes, de prédisposition à des maladies éventuelles. Fait qu'il y a toutes sortes de façons de faire du dépistage. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y en a, oui, il y a une question là, allez-y. J'aimerais avoir que vous partagiez vos connaissances sur l'apparentement dans la région, la consanguinité aussi. Il y a toutes sortes de choses qui sont colportées à ce sujet-là. Et puis, on dit qu'il y a certaines maladies récessives, certaines maladies génétiques qui sont plus fréquentes dans notre région. Mais est-ce qu'il y en a qui sont moins fréquentes? Et au final, est-ce qu'on est plus ou moins malade génétiquement qu'ailleurs au Québec ou au Canada? Merci. C'est presque une question à poser au public. Hein? Puis on a vraiment dans la salle, encore là, je me sens approprié un rôle. On a des gens qui parlent et qui ont développé beaucoup des données qui nous ont permis de conclure là-dessus. Mais je peux vous faire le petit cours 101. Le petit cours 101, c'est que oui, l'apparentement, ça veut dire qu'on n'est pas
consanguin dans le sens presque religieux du terme. Il n'y a pas de reproduction. Les gens se trouvent pas un conjoint qui est relié à des cousins premier, deuxième, troisième degré. Ça se pratique, en fait, la région où ça se pratique le moins, c'est au Saguenay, dans toutes les régions québécoises. Ça a été montré il y a plusieurs années. Donc, ce qui arrive, par contre, c'est qu'on est tous reliés à une certaine distance. Et donc, à cause de ça, à cause de ces ancêtres communs nombreux, on a beaucoup de liens de parenté. Donc, si on prend 2 Saguenayens ensemble, c'est sûr qu'ils vont avoir un lien de parenté. Ils vont avoir un ancêtre commun défini comme ça, de façon. Si on prend 2 Québécois, au hasard, le fameux Gaspésien que vous avez vu il y a quelques minutes et quelqu'un de l'Outaouais, les chances qu'ils sont apparentés sont probablement autour de 98 %. Ah oui. C'est très, très élevé. On a beaucoup de cet apparentement loin. Et dans chacune des régions, il y a cette sorte... C'est une mosaïque, là, mais chaque région a un apparentement divers. Ça dépend. Mais en général, il y a toujours de l'apparentement parce qu'on est tous le fruit on fait tous partie d'une descendance limitée, hein, une dizaine de milliers de personnes qui arrivent sur un siècle et demi, qui laissent une descendance. On est tous reliés à ces gens-là. Donc oui, ça veut dire qu'on partage des gènes. Donc c'est aussi une problématique de beaucoup des communautés qui ont fait du dépistage, pour revenir à cette question-là. Beaucoup des gens qui percevaient qu'ils avaient un héritage qui leur donnait de la force. On n'a pas un héritage qui est mauvais au Québec ou au Saguenay. On n'a pas, même certains disent qu'on n'a pas plus de maladies génétiques au Saguenay, on a plus de certaines. Mais tous ceux qui perçoivent que dans leur héritage, dans leur fonds de magasin familial, là, il y a des erreurs qui sont là. Puis à ce moment-là, est-ce qu'ils décident qu'elles sont là assez importantes dans leur fréquence et dans leur impact sur leur descendance qu'il faut qu'ils prennent en main le problème? Puis je pense que c'est ça qu'on voit avec le programme qui s'est fait au Saguenay. C'est à la différence des Juifs ashkénazes, qui sont malgré tout au Québec une communauté relativement petite. 300 000 personnes qui décident de se prendre en main et de dire on essaye d'aider les gens à gérer un risque mathématique. Bien, ça, c'est quand même assez unique. C'est pas unique au Québec, mais quand on prend l'échelle de toutes les régions du Québec, il n'y a pas d'équivalent. Il y a des expériences. L'exemple des cris qu'on nous a présenté aujourd'hui en est un. Il est éloquent, mais on parle peut-être de milliers de personnes. Hein? On ne parle pas d'un effort sur 300 000 personnes. Sur 300 000 personnes. Donc, c'est ça l'échelle. Et c'est important pour les programmes, le déroulement ou comment on va amener le dépistage à l'échelle du Québec, où on parle de 6 millions ou 7 millions de personnes avec des risques variables. Et je sais qu'Anne-Marie est consultée sur ces choses-là. C'est un casse-tête avec les coûts, l'impact. Donc, peut-être qu'Anne-Marie, tu peux peut-être monter à cette échelle-là, si tu veux, pour nous. Oui, bien, je voulais revenir à la question. Moi aussi, j'ai mon petit boniment là, pour les étudiants en médecine ou même monsieur, madame, le chauffeur de taxi ou peu importe, là. Quand je parle de génétique, au Saguenay, ils sont tous cousins. Là. Fait que j'ai mon petit effet fondateur 101 que non, c'est l'effet fondateur. Qu'est-ce que c'est un effet fondateur? C'est qu'il y a un nombre limité d'individus qui part d'une population de départ puis qui s'en va sur un nouveau territoire. Puis il suffit que dans cette population-là, il y ait 1 ou 2 porteurs de plus par hasard. Bien, la proportion, il y avait une personne sur 100 qui était porteur, puis qu'on passe à 2, 3, 4, 5 sur 100 juste par hasard, ça change complètement la fréquence du taux, le taux de porteur, la fréquence des porteurs, puis éventuellement la fréquence de la maladie. Quelle sorte de chauffeur de taxi tu connais? Moi, on tombe surtout à Montréal, les chauffeurs de taxi, ils ont des opinions. Fait que ça il faut déconstruire ce mythe-là tout le temps. Puis chez les étudiants en médecine, chez même des médecins qui sont peut-être moins informés là-dessus. Donc, je pense pas qu'il y a plus de maladies nécessairement génétiques ici. Il y a certaines maladies génétiques qui sont plus spécifiques. Puis il y en a d'autres qu'on retrouve pas ici. Puis c'est vrai qu'à l'échelle d'une population, quand on décide de faire du dépistage, il faut tenir compte des particularités de cette population-là. Donc, il y a certaines choses. La tyrosinémie, par exemple, c'est une maladie pour laquelle on fait du dépistage néonatal au Québec depuis le début des années 70, alors que dans la plupart des autres pays dans le monde, c'était pas quelque chose qui était dépisté parce que c'était tellement rare. Maintenant, ça l'est parce que la technologie a avancé puis c'est rendu plus facile de le dépister. Donc, il y a d'autres endroits où ils l'ont ajouté, mais parce que c'était facile à ajouter, pas parce que c'était une priorité en termes de fréquence de cette maladie-là dans la population. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Gail Ouellet, il faut y aller, oui. Oui, c'est parce que moi, je veux parler des maladies dont on parle jamais.
Allez-y. Fait que je comprends qu'on veuille parler des maladies fréquentes au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais même au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a des maladies encore plus rares, là, puis qui nécessitent un diagnostic, puis qui ont les mêmes problèmes qu'ailleurs, au Québec, puis ailleurs dans le monde par rapport aux maladies rares. Donc, nous, on a un portail d'information. Les gens nous appellent ou nous écrivent pour de l'information. Puis on a des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui nous contactent pour une maladie dont la majorité des gens n'ont jamais entendu le nom, et peut-être même certains médecins. Ils sont très au dépourvu, comme beaucoup de gens avec des maladies rares au Québec. Puis, c'est pas parce que il n'y a pas une particularité au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais c'est le problème de notre système de santé qui est pas très adapté pour les maladies rares, donc au niveau de l'information, du diagnostic, tout ça. Alors, beaucoup de ces maladies-là sont des maladies génétiques et certaines héréditaires. Puis, ils n'ont pas nécessairement les services, par exemple. Ils ont, comme je disais plus tôt, ils n'arrivent pas nécessairement à un service de conseil génétique. Ils n'ont pas nécessairement, donc, l'information pour leur reproduction, entre autres. Au niveau du diagnostic, nous, on a fait un sondage auprès de près de 300 personnes avec des maladies rares, des parents d'enfants. Puis, 38% des répondants ont dit que ça a pris 3 ans ou plus de diagnostiquer leur maladie. Je ne sais pas si vous trouvez ça beaucoup, là, mais 3 ans à chercher. Il y a la caractéristique inhérente d'une maladie rare, est rare, donc c'est normal, peut-être que ça prend plus de temps. Puis là, je parle de maladies connues. Il y a quand même 17%, ça a pris 10 ans et plus. Et notre championne dans notre échantillonnage, c'est 31 ans pour une maladie héréditaire connue. Alors, il y a ce dépistage-là dont j'aime parler. C'est un dépistage... Laisse-moi être chauvin quand même, OK? Parce qu'il faut l'être, là, on est au Saguenay. Donc, la réalité, c'est qu'en fait, si on prend la densité de cliniques surspécialisées de services ici, je te mets au défi de trouver la même densité dans les grands centres de Montréal. Il y en a, mais la densité relative, ça veut dire que les cliniques de dyslipidémie, les cliniques de neuromusculaire, les cliniques de pneumo spécialisées, cette sorte de densité qui fait qu'en fait, l'acheminement du corps rare vers une expertise, et après ça, cette sorte de pipelining, hein, ça existe, on n'a pas ça, on a un éparpillement de services, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des points d'excellence ailleurs. Donc, je pense qu'il faut saluer ça de la région. Ah oui, donc ça veut dire qu'il y a la problématique de maladie orpheline, mais le malade orphelin, ici, a plus de chance de frapper une expertise où, justement, il va dire, t'es pas orphelin, tu as quelque chose qu'on a déjà vu, on sait ce que tu as. Puis donc, je suis sûr que si on faisait les statistiques différenciées, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des cas sans maladie. J'en vois ici demain, je fais toute ma clinique, je vais en voir des cas qui ont pas été résolus encore. Il va toujours en avoir, mais la densité relative et le pourcentage relatif et aussi le fait qu'il y a quand même une prise en main surspécialisée qui, pas seulement pour une région, même à l'échelle du Québec, est assez remarquable. Je m'excuse. Mais on parle encore des maladies orphelines, mais plus fréquentes ici. Moi, je parle de maladies... On parle le parcours du malade qui ne sait pas ce qu'il a, ou sa famille ne sait pas ce qu'il a, et les médecins ne savent pas. Qu'est-ce qui va se passer si tu es né je ne sais pas, à Berthierville, ou tu es né je ne sais pas moi, à Trois-Rivières, par rapport à un malade qui naît ici à la baie? Mais je serais prêt à gager que celui qui naît à la baie va avoir une expertise plus rapide que celui qui naît à Trois-Rivières, de Pointe, ou que celui qui naît à Berthierville. Pas parce qu'ils sont pas bons, c'est juste l'acheminement du dossier problématique. Donc, c'est quand même, ça fait partie de majorer la qualité de service et de prise en charge des maladies rares. C'est pas juste, il y a aussi cette sorte on aiguillonne la personne vers de l'expertise. Et ce que ça fait encore de plus très important, c'est qu'il y a le côté génétique, mais il y a le côté aussi on développe de l'expertise pour s'occuper, par exemple, je parle de la clinique de Jean Mathieu, en particulier à Jonquière, mais toute la gamme des autres choses qu'on peut faire pour quelqu'un. Et le diagnostic n'est qu'une partie. Quand on parle du dépistage, aujourd'hui, c'était très clair aussi, le dépistage, c'est pas juste de dire que quelqu'un est porteur, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là? Comment on supporte l'individu et le couple? Quelle est la suite de tout ça? Et ça prend les infrastructures. En termes de densité, il n'y a jamais assez de conseillers génétiques pour faire ça, mais malgré tout, il y a quand même un bon développement au Saguenay de ces choses-là. Donc, je pense que c'est toute une question de calibrage. C'est jamais parfait nulle part, et ce ne sera pas parfait ici. Mais je pense qu'il faut reconnaître cette sorte de calibrage qui est quand même exceptionnel dans la région. J'ai été chauvin, c'est correct? Oui, c'est bien fait ça, bien fait ça. Un Saguenay n'aurait pas fait mieux. Je vais prendre une question, oui.
J'aimerais sortir peut-être un peu des maladies héréditaires, récessives, fréquentes au Saguenay, poser une question plus générale sur le dépistage. On a parlé de dépistage néonatal, dépistage des porteurs, dépistage... Je suis pas certaine que c'est si clair que ça pour tout le monde, qu'est-ce que c'est l'un et l'autre. Pour moi, ça l'est, pour vous aussi, mais je suis pas sûre que c'est clair pour tout le monde qui est ici, la distinction entre tout ça. Et puis, en fait, la dernière revue d'actualité que j'ai reçue, il y avait une colonne de Google Research qui parlait de 23andMe, qui est une espèce de compagnie, si j'ai bien compris, où je peux aller pour commander un dépistage sur à peu près n'importe quoi. Alors, je vous pose une question par rapport à ça pour l'individu qui pense à avoir des enfants ou qui... c'est quoi la limite? Ici, on a le programme de dépistage de 4 maladies. Comment ils ont été choisis? Pourquoi ils ont été choisis? Pourquoi pas d'autres? Est-ce que si je participe au test, je suis sûre que j'en aurai pas d'enfants qui vont être atteints de ces maladies-là? Bref, j'aimerais peut-être amener la discussion plus large que juste sur... la réalité des 4 maladies à fréquence élevée ici, ou même sur la prise en charge, puis c'est quoi la logique par la suite. Alors, qui se lance dans le dépistage 101? OK, il y a à peu près 28 questions dans ce que tu as demandé. Fais en choisir Réponds quelques-unes. aucune, je faisais une autre. Okay. Non, ça c'est... Non, je fais des affaires. Donc, pour peut-être commencer par la partie plus facile, qui est, j'habite à Jonquière ou à, Chicoutimi, puis je vais me faire dépister par le programme de dépistage, est-ce que ça veut dire que c'est garanti que je ne suis pas porteur d'aucune de ces maladies-là? La réponse, c'est non, en fait. Parce que ce qui est dépisté par le programme de dépistage, c'est les mutations les plus fréquentes au Saguenay. Donc, si quelqu'un est testé pour ça puis a aucune de ces mutations-là, ça diminue beaucoup, beaucoup son risque d'être porteur, mais il ne devient pas zéro. OK? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit en clinique, des patients qui arrivent, qui ont été identifiés par des symptômes, puis quand on les teste pour la tyrosinémie ou pour d'autres, on trouve que finalement, un des parents avait une mutation autre. Mais c'est des cas exceptionnels, mais ça peut arriver. Mais quand même, si les deux conjoints sont porteurs d'aucune des mutations fréquentes, les chances qu'ils soient tous les deux porteurs de quelque chose de rare, d'une mutation plus rare, c'est vraiment très, très, très faible. Fait que là, on descend en bas là, du risque de la population générale. Fait que ça, c'est une première affaire. Puis le dépistage de porteurs, dans le fond, c'est de trouver des gens qui, dans leur gène, ont une mutation qui les prédispose qui les prédispose pas, eux, à avoir des problèmes de santé, mais si leur conjoint a une mutation dans le même gène, puis qu'en même temps, ils transmettent tous les deux ce gène défectueux-là à leur enfant, là, l'enfant développerait la maladie. Donc, même quand un couple où tous les deux sont porteurs, il y a juste une chance sur 4 que l'enfant ait la maladie. Fait que ça, c'est pour le dépistage de porteurs. Le dépistage néonatal, c'est autre chose. C'est un dépistage qu'on fait chez les nouveau-nés pour détecter des maladies qu'on est capable de traiter. Puis on va vouloir les dépister très tôt dans la vie pour intervenir puis faire en sorte que l'enfant ne développe pas les complications de la maladie. Un des exemples qui a rapport ici, c'est la tyrosinémie, mais il y en a d'autres, la phénylcétonurie. La tyrosinémie, c'est une maladie du foie. Si on la traite dès le début, les enfants vont bien. Ils vivent normalement. Si on ne les traite pas, à l'époque où on n'avait pas de traitement, c'est des enfants qui avaient des transplantations hépatiques, des greffes de foie. Donc, c'est quand même assez sérieux. Donc, ça, c'est pour le dépistage néonatal. Habituellement, c'est des maladies pour lesquelles on va agir puis on veut le savoir tôt. Alors que le dépistage de porteurs, c'est pour que les gens puissent savoir s'ils sont à risque d'avoir un enfant avec cette maladie-là, puis décider ce qu'ils veulent faire avec cette information-là. Est-ce qu'ils décident d'avoir des tests pendant la grossesse? Est-ce qu'ils décident de ne pas avoir d'enfant, d'adopter? Il y a toutes sortes d'options. Puis, des choses comme 23andMe, qui sont plus des tests de dépistage de prédisposition. Donc, est-ce que vous êtes plus à risque d'avoir des problèmes cardiovasculaires, des infarctus? Est-ce que vous êtes plus de prédisposition d'avoir de l'Alzheimer, par exemple, ou différentes choses? Il y a toutes sortes d'affaires dans 23andMe. Vous pouvez savoir si vous avez le variant qui fait que quand vous mangez des asperges, votre urine va sentir les asperges. Fait qu'il y a des informations là-dedans qui sont pas vraiment utiles, mais qui peuvent être amusantes. Il y a des informations qui sont utiles, puis il y a des informations pour lesquelles, en fait, on se demande, nous, comme médecins, de dire à quelqu'un, tu as une prédisposition pour l'Alzheimer, est-ce que les gens veulent vraiment savoir ça? Il n'y a pas tant d'affaires que ça qu'on peut faire pour prévenir.
Fait que ça dépend. Il y a des gens qui veulent avoir le maximum d'informations puis qui sont prêts à payer pour ça. Puis il y a des gens qui se disent, ben moi, j'aime mieux autant pas savoir parce que ça ne changera rien dans ma vie. Oui. Et j'imagine que ça fait partie parce que vous disiez qu'il y a des tests de dépistage un peu inutiles qui finissent par engorger le système. Est-ce que c'est le genre d'exemple auquel vous faisiez référence? Exactement. C'est des... il n'y a pas juste 23andMe, il y a plusieurs compagnies qui font ça. Puis c'est des tests, c'est ça, basés... prédictifs basés sur des calculs de risque là, qui ont fait à partir de la littérature. Et puis, bon, si on vous dit vous avez 40% de probabilité d'avoir le cancer de la prostate, est-ce que c'est une information utile? Si vous voulez, les gens peut-être veulent le savoir ou pas, mais nous, ce qui nous inquiète, c'est que si c'est des choses qui, quand on parle de soins de santé personnalisés, là, ça fait partie un peu de ça, puis ça nous inquiète que des gens se prévalent de ces tests-là, puis après ça, ils veulent l'interprétation de ces tests-là. Puis par rapport à... On parle que c'est des coûts maintenant de plus en plus bas pour ces tests-là. Il y a une blague aux États-Unis qui dit 1 000 $ pour le test, mais 1 million de dollars pour l'interprétation. Tu sais, on ne sait pas trop comment l'interpréter. Puis les preuves, c'est que depuis que ces tests-là ont commencé à être offerts, il y a des études qui ont été faites. Puis si vous envoyez votre échantillon à différentes compagnies, vous allez avoir différents résultats. Et l'autre chose, la promotion de ces tests-là, c'est pour que vous changiez vos habitudes de vie. Donc, on vous dit que vous avez 60% des risques d'avoir la maladie d'Alzheimer. Ben, achetez-vous le test là, à l'ordinateur pour exciter vos neurones, là, puis les pratiquer un peu plus. Le cancer, donc, vous changez vos habitudes de vie, vous arrêtez de boire de l'alcool. Puis, le problème, c'est que les études ont aussi montré que malgré les résultats de ces tests-là, les gens ne changent pas trop leurs habitudes alimentaires. Puis, moi, j'en suis une, que c'est difficile de changer mes habitudes de vie, que je voudrais être meilleure, mais c'est la réalité. Donc, ces tests-là, c'est ça. On a peur aussi que... Puis ça a commencé, nous, à notre portail, il y a des gens qui se prévalent de ces tests-là. Les compagnies ne font pas leur travail de conseil génétique ou d'information, puis ça nous arrive, là, qu'on veut interpréter, puis on a peur aussi que ça arrive dans le cabinet des médecins généticiens. Donc, c'est ça, c'est notre peur. Je sais que vous voulez intervenir, Anne-Marie Laberge, mais je vais prendre une question. Il paraît que les tests aussi ont révélé qu'on avait tous 100% de chances de mourir. Hein? Oui. Oui. Bonjour. J'ai peut-être une question un peu plus terre à terre. Vous avez parlé tout à l'heure, quand justement on est un couple sanguin, les deux, on va faire des tests, puis finalement les deux sont porteurs de la même maladie. Vous avez dit on a des options pour ça. C'est quoi justement les options, admettons qu'on arrive face à cette situation-là? Bien, à ce moment-là, ça dépend où vous en êtes dans votre parcours de couple. Il y a des gens qui se font dépister, ils sont déjà enceintes, puis là, bien, ça limite un petit peu les options. En cours de grossesse, pendant une grossesse, on peut faire un test pour voir si le bébé a hérité des 2 copies défectueuses, donc de la maladie. Mais à ce moment-là, il n'y a pas... Pour l'instant, il n'y a aucun traitement qu'on peut faire pendant la grossesse. Donc, il y a des couples qui vont décider, selon c'est quoi la maladie, puis leur expérience aussi eux-mêmes dans leur famille de cette maladie-là, s'il y en avait, comment ils ont vécu ça, tout ça. Il y en a qui vont décider de continuer la grossesse en sachant ça, puis pour que l'enfant soit bien pris en charge à la naissance, puis il y en a qui vont décider d'arrêter la grossesse. Puis ça, c'est des choix très personnels, puis ça dépend de chaque couple. Mais des couples qui ont cette information-là avant même la grossesse, il y a différentes options. Il y a des... Tu sais, puis traditionnellement, on disait avant, bien, il y a l'adoption, il y a le don de sperme, le don d'ovule, décider de ne pas avoir d'enfant. Il y a des couples qui vont décider ça. Maintenant, il y a une autre possibilité qui est ce qu'on appelle le diagnostic pré-implantatoire. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose dont les gens ont entendu parler, mais il faut aller par la fécondation in vitro, puis là, on peut tester les embryons pour vérifier si l'embryon a hérité ou pas de la maladie, puis là, implanter seulement, mettre dans l'utérus seulement les embryons qui n'ont pas la maladie.
C'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose qui peut avoir plein d'effets secondaires pour la femme parce que c'est de la fécondation in vitro. Pour des gens qui sont fertiles puis qui n'ont pas de problème de fertilité, c'est quand même assez complexe. Fait que c'est pas tout le monde qui va avoir recours à ça, mais certains couples, pour eux, c'est une avenue qui leur plaît. Là. Merci. Il y a une question là-bas, oui? Au niveau du dépistage génétique, actuellement, on entend beaucoup parler, par exemple, au niveau du cancer du sein, les dépistages génétiques de toute la famille. 4 sœurs ont un cancer du sein et on peut faire des dépistages pour savoir si les enfants, les filles, vont aussi avoir un cancer, par exemple. La même chose pour la maladie d'Alzheimer. Mais quelle est la conséquence sur la vie, le stress, à part se faire enlever 2 seins dans ce temps-là, là, ou encore les assurances? Actuellement, on en parle beaucoup. Si j'ai une maladie déclarée, je suis pas malade, là, mais normalement, je devrais peut-être avoir un cancer du sein ou la maladie d'Alzheimer. Est-ce que ça a des conséquences dans la vie de tous les jours, le travail, les assurances? Alors, c'est pour ça que le dépistage, à un moment donné, il faut peut-être y penser avant ou... C'est ma question. Ben, c'est pour ça que Anne-Marie l'a mentionné tantôt. On trouve que ça devrait être fait dans un bon contexte et c'est le rôle du conseil génétique. Conseil génétique qui peut être fait par un médecin généticien ou des gens comme on est seulement une trentaine au Québec de conseillers en génétique. Et puis l'idée, c'est d'exposer vraiment de façon détaillée aux gens, c'est quoi leurs options, c'est quoi les avantages, les inconvénients, les limites, toutes les choses auxquelles elles doivent penser avant de se prévaloir d'un test comme ça. Donc, et les options après, là, si jamais ils sont trouvés positives, là. Puis là, ce qu'on parle, là, juste pour préciser, là, dépistage, c'est une famille qui aurait des antécédents familiaux, un peu comme vous l'avez mentionné, qui sont considérés assez à risque là, pour l'antécédent familiaux. Puis il y a 2 gènes qu'on peut tester, BRCA1 et BRCA2, dans ces familles-là. Donc, là aussi, on commence à parler de dépistage d'autres gènes là, pour des gens moins à risque dans la population en général, mais supposons qu'on parle de ces cas-là. Les risques, là, si on sont trouvés positifs pour une mutation dans l'un ou l'autre de ces gènes-là, les risques sont plus élevés, là, beaucoup plus élevés que la population générale. Fait que, justement, avant de penser à nous, ce qu'on conseille, c'est on suggère un conseil génétique pré-test où on donne toute cette information et avec tout, comme je disais, les limites, les inconvénients, les avantages par rapport aux conséquences, là, que ce soit négatif ou positif. Et par exemple, la question des assurances, c'est là-dedans, la question des liens avec leur famille aussi, l'impact si la personne est trouvée positive par rapport à ses enfants. Si elle est trouvée négative, même, il peut y avoir un impact. Hein? Il y a le syndrome de survivant donc c'est des choses complexes qui doivent être faites en clinique là. D'ailleurs, je sais pas si c'est 23andMe, mais j'ai entendu des compagnies qui offrent ce genre de test. J'ai déjà entendu quelqu'un qui a dit moi j'aimerais le savoir, si je vais avoir la maladie de Huntington plus tard, je vais aller dans une compagnie comme ça. C'est très dangereux de faire ça sans avoir l'information. Oui, peut-être de façon plus concrète. En fait, pour les assurances, ici, on est chanceux que pour les assurances santé, tout le monde a des assurances santé, peu importe. Mais pour les assurances invalidité, les assurances vie, tout ça, si vous avez eu ce genre de test-là, puis qu'il y a un risque comme ça qui est identifié, c'est des choses qui doivent être déclarées. Est-ce que ça veut dire que vous ne pourrez pas être assuré ou que ça va changer votre prime d'assurance peut-être? Aux États-Unis, c'est un problème. Oui. Aux États-Unis, il y a une loi qui a été passée justement pour qui s'appelle GINA, Genetic Information Non-Discrimination Act, qui est pour protéger les gens qui ont ce genre de prédisposition-là pour leur assurance santé. Ça n'a pas d'impact sur l'assurance invalidité, l'assurance vie, les autres types d'assurance. Mais pour l'assurance santé, parce que là-bas, l'assurance santé est reliée à l'emploi. C'est pas un système de santé universel comme ici. Est-ce que pour votre emploi, ça peut jouer? C'est difficile à dire. Il faudrait que votre employeur soit au courant et que ça ait un impact sur votre
capacité à travailler, mais ça serait plus douteux. Mais comme Gail disait, des fois, ça joue beaucoup dans les dynamiques familiales. Des gens aussi qui ont toutes sortes... des fois, les gens ont des préconceptions de ma mère là, moi, je pense que c'est moi qui l'ai parce que je ressemble plus à ma mère. Ma sœur, elle ressemble pas à ma mère, elle ressemble à mon père, donc elle doit pas l'avoir. Mais des fois, quand on fait les tests, ça correspond pas à ce que les gens s'étaient imaginé. Puis là, ça défait un peu la dynamique familiale, ça crée un peu des tensions. Donc, c'est des choses, comme dit Gail, que dans le conseil génétique, avant de faire le test, il faut avoir pensé à tout ça, l'assurance, l'anxiété que ça va générer. Les gens, des fois, se disent, je vais faire le test, comme ça, je vais savoir que je ne l'ai pas. Mais oui, mais avez-vous pensé si jamais vous l'avez? Qu'est-ce que ça va vouloir dire? Puis il y a des choses pour lesquelles on a des choses à offrir, comme le cancer du sein, il y a quand même un suivi qui peut être fait. Bon, des chirurgies, mais qui sont quand même assez drastiques, mais il y a quand même des choses qui peuvent être faites. Pour l'Alzheimer, pour l'instant, on n'a pas grand-chose à offrir. Fait que... Il y a 2 questions, donc on... Est-ce que je peux juste oui. Répondre plus à l'aspect de travail? Vous savez, le travail, au niveau du travail, c'est contre notre charte des droits et libertés qu'un employeur vous demande votre état de santé dans l'optique de... Sauf s'il y a il y aurait des invalidités, des incapacités qui ont un impact direct sur le travail, c'est-à-dire que la personne ne pourrait pas le faire. C'est même pas juste par rapport à être porteur d'une maladie génétique, mais c'est même avoir une maladie. Vous êtes aucunement obligé de donner cette information. Puis quelque chose qui est assez spécial au Québec, puis qu'on est en train d'essayer de régler, parce qu'avec d'autres associations de patients, je suis sur une table de concertation qu'on appelle la table de concertation des invalidités épisodiques. Nous, dans notre système de santé au Québec, les institutions hospitalières, puis je le sais, puis il y en a peut-être d'autres ici, parce que je suis passée à travers comme conseillère en génétique quand j'ai travaillé dans un hôpital. On peut être embauché, puis ensuite, on a un questionnaire. Donc, on a une promesse d'embauche, puis là, on a un questionnaire sur tous nos antécédents de santé. Eh bien, c'est illégal. On a eu l'avis de la Commission des droits des personnes, puis on n'est pas supposé de faire ça. Fait qu'il n'y a aucun employeur qui devrait savoir quelle maladie vous êtes prédisposé, ou si vous êtes porteur de quoi que ce soit, ou quelle maladie vous avez présentement. Voilà, vous l'aurez appris au bord des sciences. Oui, on a 2 questions. Une là, puis ensuite, monsieur ici. Oui. Oui, bonjour, mon nom est Annie Plourde. J'aimerais vous entendre sur le côté éthique de la question du dépistage génétique prénatal dans ce cas-là. Par rapport, par exemple, à une maladie qui aurait des conséquences graves sur la vie ou la capacité de se développer de l'enfant, une maladie qui se développerait plus tardivement, par exemple, rendue proche à la retraite, après la retraite, quand la vie active de la personne est complétée, ou encore pour avoir un petit garçon aux yeux bleus et aux cheveux noirs. Donc, la question éthique, oui. Qui? Non. C'est toi c'est prolongé qui ferait la meilleure. C'est pas une question facile que vous posez. Puis en fait, il y a dans les 3 situations, je dirais la question la plus facile, c'est la première, c'est-à-dire quand on a affaire à une maladie grave, sévère, qui se développe tôt dans l'enfance, pour laquelle il n'y a pas de traitement. Je pense que c'est assez bien accepté dans la pratique médicale que les gens qui sont à risque d'avoir des enfants avec ce genre de maladie-là, s'ils désirent avoir un diagnostic prénatal et éventuellement arrêter une grossesse sur cette base-là, ils le peuvent. Mais c'est leur choix, puis il faut que ça soit vraiment fait dans des circonstances où c'est eux qui le désirent. C'est pas quelque chose qui doit leur être imposé. Quand on arrive dans les autres situations, la question des maladies à déclaration plus tardive, c'est toujours une question difficile. Quand c'est quelque chose qui est très, très tardif, tu sais, à 70 ans, puis que ça change rien avant ça, je pense pas que c'est quelque chose qui serait pratiqué. Mais il y a toute une zone grise. Tu sais, quand on parle de déclaration tardive, ben OK, est-ce que ça veut dire 70 ans, ça veut dire 40 ans, ça veut dire 20 ans, ça veut dire 15 ans, ça veut dire 10 ans? Tu sais, où est-ce qu'on met la ligne? Des fois, c'est plus difficile. Il y a des maladies aussi où on n'est pas capable de prédire quand les symptômes vont apparaître. Des fois, c'est à l'âge adulte, mais d'autres fois, c'est dans l'enfance. Puis surtout quand c'est des maladies qui peuvent être très variables dans leur sévérité, on sait qu'il y en a qui ça peut se présenter à 5 ans avec des conséquences très sévères, puis chez d'autres personnes dans la même famille, ça se déclare beaucoup plus tard avec des conséquences beaucoup plus légères. Donc ça, c'est toujours des situations difficiles, puis à ce moment-là, c'est un peu du cas par cas. Dans cette famille-là, est-ce qu'il y a eu des cas sévères? Est-ce qu'il y a eu des cas très précoces? Est-ce que... puis, il y a des couples qui viennent nous voir en disant, ben moi, mon frère est décédé de ça quand il était jeune. Je le sais que ça pourrait être
plus léger, mais ils ont vécu ça difficilement. Donc ça, c'est un petit peu du cas par cas. Puis pour ce qui est des cheveux blonds, yeux bleus, garçons, pour l'instant, en tout cas au Canada, c'est pas quelque chose qui est accepté. Cela étant dit, il y a des données qui montrent que dans certaines communautés, il naît plus de garçons que de filles. Donc, comment ça arrive? À quelle étape dans le processus il y a un genre de sélection? C'est des choses qui sont inquiétantes, puis qui en théorie, ne devraient pas arriver. Mais... Parfait. Vous avez une question? Oui? Bonsoir, Simon-Pierre Gauthier. On vient de parler du côté éthique. Il y avait peut-être des zones grises. Souvent, le côté législatif va embarquer pour essayer de limiter les zones grises ou les erreurs qui peuvent se produire dues à ces zones grises-là au niveau éthique. Donc, les trois pénis, j'ai pas un choix particulier. À savoir, est-ce que c'est assez encadré ici? Est-ce qu'on devrait mieux encadrer qui a le droit de faire passer ces tests-là? Qui a le droit de demander les résultats pour ces tests-là? Est-ce que le gouvernement devrait se pencher peut-être davantage sur la question ici? Maintenant que c'est plus accessible et puis qu'on sait que tout le monde là, peut avoir accès, même comme on parlait tantôt, là, via Internet ou des compagnies de genre. Merci beaucoup. Donc, sur la question... La question légale, en fait. Non, je pense qu'il n'y a pas de légifération. Ça se parle beaucoup. Pour les tests en génétique, tests génétiques en général, non. Il y a un pays où c'est plus réglementé, c'est la France, là, par rapport à peut-être les conditions, les critères pour avoir des tests génétiques. Nous, non. Puis par rapport aux tests, on appelle ça directement au consommateur, là, les tests par Internet, tout ça. Ça se parle beaucoup dans chaque colloque là, à propos de ce sujet-là, mais il n'y a pas de légifération. Mais là où il y en a une, donc moi, je connais plus particulièrement, Anne-Marie parlait du dépistage préimplantatoire tantôt. Quand on parle des fameux designer babies, là, les bébés faits sur mesure, là, c'est beaucoup de ça on réfère à ça, c'est-à-dire de trouver, puis là, 23andMe, justement, viennent d'ouvrir la boîte de Pandore par rapport à ça, c'est de trouver, d'avoir le spermatozoïde puis l'ovule là, qui iraient ensemble pour faire un bébé, justement, aux cheveux blonds, aux yeux bleus. Bon, mais c'est... Puis pour moi, c'était de la science-fiction jusqu'à maintenant, mais maintenant ils ont commencé à en parler. Mais au Canada et au Québec, on a de la légifération pour la fertilisation in vitro qui inclut le diagnostic préimplantatoire. Et chez nous, c'est interdit une sélection basée uniquement sur le sexe. On peut faire une sélection pour des maladies héréditaires liées au sexe. Donc, il y a une indication médicale, mais pas basée juste sur le sexe. Et donc, j'ose espérer que des choses comme les yeux bleus puis les cheveux blonds, c'est la même chose. 23andMe, en fait, en 2008-2009, ont pris un brevet sur plein de caractéristiques comme ça pour pouvoir faire des calculs de risque pour que si des gens voudraient, par fertilisation in vitro, avoir un bébé sur mesure, ils puissent le faire. Là, il y a des organismes, là, et puis même ça s'est parlé récemment, qui leur demandent de ne pas agir sur ce brevet-là ou de le voir comme un brevet qui empêcherait les autres compagnies de faire quelque chose comme ça. Et puis... Merci. Oui, question? Oui, je me pose la question, depuis combien d'années, en réalité, qu'on applique vraiment des tests génétiques auprès de la population? Ici, on peut associer un lien. Ici, on a fait un lien avec le taux d'enfants qui naissent avec des anomalies. Est-ce que le fait d'avoir fait plus de tests génétiques depuis X années a permis d'avoir moins d'enfants qui naissent avec des anomalies? Merci. Donc, est-ce que ça donne des résultats, autrement dit? Je pense pas que... fait que les tests qu'on fait, vous voulez dire des tests pendant la grossesse? Je pense pas qu'on ait des données au Québec, là. Je sais pas si, Gaëlle, toi, mais il y a des endroits où, effectivement, quand ça a été regardé, l'incidence de la trisomie 21 avait baissé suite à ce genre de test-là. Ça devient jamais zéro non plus, là. Donc,
puis ça dépend c'est quoi le but du test. Puis c'est tout le débat autour des programmes de dépistage, que ce soit les programmes de dépistage de porteurs ou le programme de dépistage de la trisomie 21. C'est quoi le but? Est-ce que le but, c'est de diminuer le nombre d'enfants qui naissent avec ça? Ou est-ce que le but, c'est d'informer les gens pour qu'ils prennent leurs propres décisions par rapport à leurs valeurs à eux? Puis, quand on parle de dépistage de porteurs, qui est comme le T-SAX dans les communautés juives, au départ, c'était très clairement, on veut qu'il y ait moins d'enfants avec ça qui naissent parce que c'est une maladie qui est tellement horrible pour les enfants, pour les familles, qu'on veut que cette maladie-là disparaisse de notre communauté. C'était vraiment ça qui était dit au départ dans les années 70. Puis, quand il parlait du programme de dépistage, il disait, on a diminué l'incidence de 90%, le dépistage est un succès. OK? Il y a eu tranquillement un shift de cette vision-là du dépistage à une vision plus de on veut que les gens puissent faire des choix éclairés. On leur donne l'information, puis c'est à eux de décider ce qu'ils font avec cette information-là. Puis pour la trisomie 21, je pense que l'optique en ce moment, c'est plutôt ça. On a les moyens de donner de l'information aux gens. Ce qu'ils font avec cette information-là, après ça, c'est leur choix personnel. Puis pour le dépistage de porteurs, c'est la même chose. Si un couple porteur sait qu'ils sont porteurs, c'est à eux de décider ce qu'ils font avec cette information. Oui. Moi, c'est ça. Écoutez, ça arrive là, que les généticiens, les médecins généticiens, les personnes qui pratiquent la génétique clinique, on soit accusés d'eugénisme. Et puis, peut-être avec raison, parce qu'il y a eu des histoires passées où c'est malheureux, là, mais c'est une période où on avait moins de connaissances et tout, et c'était un autre type de société. Puis je dirais qu'aujourd'hui, justement, c'est pas le but d'enlever des personnes différentes de notre société. C'est vraiment pas ça. Mais les technologies sont là. Est-ce qu'on les laisse aller, ces technologies-là, sans informer puis sans conseiller les gens comme il faut, ou on le fait, puis on le fait correctement pour que les gens puissent décider selon leur situation et leurs valeurs. Fait que je pense que c'est ça qui est le but, là. Puis c'est pour ça que je vous dis, si quelqu'un vous dit de ne pas faire ça ou de faire ça par rapport à un test génétique, vous ne devriez pas l'écouter avant d'avoir toute l'information puis décider pour vous-même. Puis l'autre chose que je voulais dire, là, en tout cas, notre organisme qui regroupe 22 associations de patients, puis toutes les autres associations de patients de maladies rares, là, ils s'occupent, puis les médecins, lorsqu'un enfant naît avec une maladie génétique, une maladie orpheline, on en prend soin. Puis les associations de patients, beaucoup aussi œuvrent au niveau de l'intégration sociale, de l'inclusion. On demande plus de ressources et pour en prendre soin comme il faut, que ce soit à l'école, le préscolaire, l'école, tous les services sociaux, les centres de réadaptation, etc. Malheureusement, on est dans une société de diverses opinions, puis il y a des gens qui ont des opinions personnelles face à ça. Alors moi, je dis toujours, la personne qui décrit, qui est contre qu'un couple se prévale d'arrêter une grossesse pour une maladie génétique, ben il faut laisser le choix. C'est la même chose et il y en a qui disent « Pourquoi tu as eu cet enfant-là avec la trisomie 21? Ça n'a pas lieu, on ne devrait pas dire ça. » Les gens ont fait leur choix. Il y en a qui font le choix. Pour différentes raisons, ils vont avoir cet enfant-là, puis l'élever, puis on n'a pas à les juger, puis à dire que parce qu'il y avait un test génétique, il aurait dû l'éviter. Ça, faut vraiment pas. Oui, Bernard Bray. Oui, mais deux choses. Je pense que quand on suit, par exemple, la fréquence des maladies neurogénétiques plus fréquentes dans la région, on se rend compte qu'il y a moins de cas malgré tout. Avec l'information, il y a une diminution des cas. Est-ce que c'est souhaitable comme population? Peut-être. Ce qui est clair, c'est que les couples qui font ces choix-là, parce que c'est eux qui les font, eux font le choix de ne pas les avoir. Est-ce qu'on est là pour les juger? Non, je pense pas. Mais on se rend compte que ça se produit. Par contre, l'autre côté de la médaille de ça, c'est que malgré tout, et j'ai vu que ça récemment à Paris quand je suis allé à un congrès de parents d'enfants avec une maladie rare, je me suis rendu compte que beaucoup des parents étaient toujours là, leur enfant était décédé depuis 30 ans. Parce qu'ils avaient vécu une expérience incroyable, ils avaient adoré cet enfant-là, ils avaient rencontré des parents, ils étaient encore là en train de lever des fonds pour qu'on trouve des ressources
pour traiter leurs enfants, même s'ils savent très bien que leurs petits-enfants n'auront jamais cette maladie-là, leurs petits-petits-enfants n'auront pas parce qu'ils vont intégrer les tests génétiques dans leur choix. Donc, il reste que on doit rester solidaire de la condition, on doit donner la liberté de choix, on doit s'occuper des gens qui souffrent. Et je pense que tant mieux si une société peut offrir tout ça comme gamme de choix. Ça reste après ça des choix individuels où il ne faut jamais oublier qu'on est là pour aider les malades. Donc, les jeunes qui naissent avec ces maladies-là, on va être là pour eux. On pourra pas, il va toujours, comme Anne-Marie a dit, il va toujours en avoir des trisomiques 21. Il va toujours en avoir. Il va toujours avoir des attaques Charlevoix-Saguenay. Il va toujours avoir des cas d'acidose lactique. On travaille pour les traiter aussi. On ne les oublie pas, ces gens-là. On arrivera. Donc, je pense que ce qui est bien, c'est qu'on a des choix. Mais il faut, comme Gay le disait, il faut que ce soit des choix éclairés. C'est-à-dire que malheureusement, ou moi je dirais heureusement, le parent ou le couple de parents qui a l'information, si elle est bien appuyée, si on lui permet de vivre ce moment-là de façon entière, elle va faire le bon choix pour eux. Parce qu'il n'y a pas de bon choix. Il n'y a pas est-ce qu'il faut avoir la grossesse ou pas. C'est pas ça le choix. C'est le choix que cette famille-là fait avec l'information. Ce couple-là fait avec. Une statistique importante, malgré... Parce que on parle de ça comme s'il y en avait beaucoup de ces tests-là. Malgré le dépistage néonatal, malgré le dépistage de population ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, malgré les tests génétiques qu'on fait dans les services génétiques, bien, devinez quoi, il y a toujours plus de personnes dont l'enfant naît avec une maladie ou une maladie arrive plus tard dans la vie qui n'avaient aucun antécédent familial, c'est-à-dire qu'on ne savait pas qu'il y avait un antécédent familial, ou ils ne savent pas qu'ils sont porteurs, ils ne savent pas qu'il y a des risques. Il y en a toujours. Fait que c'est pas... oui, on diminue pour les maladies les ciblées, là, mais il y aura toujours plus d'enfants qui vont naître ou des adultes qui vont développer des maladies génétiques. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir un système de santé qui ait les ressources qu'il faut pour bien les prendre en charge, et des organismes qui veulent aussi bien les intégrer dans la société. Merci. Le mot de la fin, peut-être, Anne-Marie, oui? Oui. Bien, en fait... pour appuyer ça, je pense qu'il faut se rappeler, comme dit Bernard, qu'il n'y a pas de bon choix en général ou de mauvais choix en général. Ça dépend vraiment de chaque couple. Puis des gens qui ont eu la même expérience, tu sais, qui vont venir nous voir en disant « Moi, mon frère est décédé de ça. » Il y en a qui vont nous dire « C'était épouvantable, c'était tellement difficile pour notre famille. Moi, je veux pas que moi et mon conjoint, on vive ça. » Puis il y en a d'autres qui disent « Ben, je sais exactement c'est quoi, je l'ai vécu, donc je suis prête à prendre le risque parce que je sais à quoi m'attendre. » Fait que même la même expérience peut avoir été vécue de façon opposée par des différentes familles. Donc, il n'y en a pas de bon choix. Il y a le bon choix pour ce couple-là selon leur expérience, leurs valeurs, leur réalité. Merci beaucoup. Ben, écoutez, merci à tous et à toutes d'avoir participé à ce bar des sciences. Je remercie Anne-Marie Laberge et je rappelle que vous êtes médecin généticienne au service de génétique médicale du Centre de recherche universitaire de Sainte-Justine. Voilà. Du CHU Sainte-Justine, voilà. Merci. Gayle Ouellette, directrice générale du Regroupement québécois des maladies orphelines. Merci beaucoup. Et Bernard Bray, neurologue à l'Institut neurologique de Montréal. Merci infiniment. Et Saguenay d'origine, on l'aura compris. Merci beaucoup.